j'ai compris, de faire cet exposé qui, en fait, scientifiquement ne correspond pas du tout à mes activités de recherche, mais donc je ne suis pas du tout spécialiste de tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je ne pourrais pas forcément répondre à toutes vos questions, mais en fait, depuis 4 ans, j'ai participé à un projet financé par l'Europe dans le cadre d'un appel d'offres Biodiversa. Ce projet s'appelait Dr Forest et c'était l'idée de travailler sur la question est-ce que la diversité des espèces d'arbres dans les forêts affecte le bien-être, la santé des hommes qui s'y promènent. Donc d'où cette illustration là que c'est pas moi qui l'ai faite évidemment, qui illustre un peu tout ce que l'on va regarder aujourd'hui. Donc, la base de alors la raison pour laquelle j'ai proposé cet exposé à Nicolas, c'est qu'en fait, il y a une quinzaine de jours, nous avons eu la réunion finale de ce projet européen, donc il se termine, et les collègues ont fait des exposés relativement vulgarisés à destination en fait de stakeholders. Donc il y avait des gestionnaires forestiers, il y avait des coachs bien-être, il y avait des responsables d'associations environnementales. Et bon, ça a duré 2 heures et demie et j'ai raccourci tout ça en une quinzaine de diapositives pour illustrer quels sont les résultats que l'on a obtenus au cours de ce projet de recherche. Donc, le fond de la question qu'il y avait pour ce projet, c'est que d'abord, la biodiversité affecte les services écosystémiques que les forêts rendent et que une autre hypothèse que l'on fait, c'est que quand on se trouve dans des espaces verts, dans des environnements naturels, par rapport à des espaces urbanisés, eh bien, on sait que ça améliore la santé des humains et puis ça engendre des bénéfices pour le bien-être. Donc, ce n'est pas la question que l'on posait dans ce projet, ça c'est des choses assez connues, mais la question que l'on posait, c'est est-ce que quand on se promène dans des forêts qui sont plus ou moins diversifiées en termes d'arbres, eh bien, est-ce qu'il y a des avantages ou des inconvénients pour la santé? Donc, la question qui est posée dans ce projet, c'était est-ce que finalement, à gauche, est-ce que n'importe quel espace vert par rapport à la ville engendre une meilleure santé, du bien-être? Ou est-ce que quand on se trouve sur la photo de droite dans une forêt diversifiée en espèces, et vous la voyez aussi avec évidemment des conséquences, la structure de la forêt n'est pas la même, eh bien, est-ce qu'on se sent mieux? Donc, illustré à travers cette diapositive, on s'est intéressé à est-ce qu'il y a des bénéfices, sachant qu'il y a des risques aussi, des bénéfices donc, pour l'acquisition de champignons, pour le bien-être mental, pour les loisirs, et à l'inverse, est-ce que des forêts très diversifiées engendrent une diminution des risques pour les tiques, par exemple, ou pour le pollen? Donc, je vais passer en revue très rapidement ces résultats-là pour illustrer ces travaux. Et donc, les grandes hypothèses qui étaient derrière, c'est que des forêts plus diversifiées. Pardon? Non, c'est bon? Bon. Vous m'entendez, Nicolas? Oui, oui, pas de problème. D'accord. J'ai entendu des gens qui parlaient avant. C'est quelqu'un qui n'avait pas coupé son micro. Ah, d'accord. Donc, des hypothèses, c'est est-ce que d'être dans des forêts plus diversifiées, ça engendre un bien-être mental à travers les sons et ce que l'on voit dans la forêt? Est-ce que ça améliore aussi le confort thermique réel, mais aussi que l'on ressent? Et puis, donc, est-ce que ça engendre une production plus importante de produits non forestiers? Et là, les collègues se sont intéressés aux champignons. Et à l'inverse, on se pose la question aussi, est-ce que réellement des maladies liées à des allergies, des infections sont réduites dans ces peuplements? Donc, on était un groupe en fait issu de 5 pays, d'une petite dizaine de laboratoires. Il y a eu 5 thèses qui ont été financées par ce projet-là. Et dans ce projet-là, en fait, je reviendrai après.
Dans ce projet-là, en fait, ma participation, ça a été de mettre en place un réseau de placettes avec des monocultures ou des peuplements mélangés de 2, 3 ou 4 espèces en Lorraine, de telle façon à ce que les collègues puissent venir tester leurs hypothèses dans nos forêts. Et moi, par ailleurs, j'avais un intérêt scientifique de regarder la résistance à la sécheresse de ces peuplements en Lorraine, mais ça ne fait pas partie directement de ce projet-là, donc je ne vais pas vous présenter aujourd'hui les résultats, peut-être une autre fois. Donc, le protocole, en fait, globalement, qui a été utilisé, c'était d'utiliser des peuplements monospécifiques ou des peuplements à mélange de 2 espèces, 3, 4, 5 espèces, pour essayer de détecter des relations de causalité entre la diversité dans ces forêts et puis la santé humaine. Et donc, on a travaillé dans types différents, dans des plantations à travers l'Europe, dans des forêts matures. Et vous avez en Lorraine le numéro 2, qui est le réseau de placettes que j'ai mis en place avec Violette Mogis, que j'avais recrutée en technicienne forestière pendant 1 an pour travailler sur ce projet-là. Et puis dans certaines villes, en Allemagne, en Belgique et à Vienne, en Autriche, ils ont aussi fait des enquêtes auprès des gens. Donc c'est des travaux très pluridisciplinaires. Il y avait quelques écologues, mais il y a aussi des médecins, des psychologues, des gens qui travaillent sur les champignons, etc., qui ont obtenu des résultats. Donc je vais aujourd'hui balayer quelques résultats là sur est-ce que le microclimat est le même dans des peuplements purs ou peuplements mélangés? Est-ce que la qualité de l'air, là on s'est intéressé à des particules dans l'air, est-ce qu'elles sont différentes? Donc les champignons, je l'ai évoqué, des tiques, et puis la santé mentale des gens, est-ce qu'elle est différente ou améliorée quand on est en forêt? Donc, première question que j'évoque ici, est-ce que les forêts diversifiées sont les plus tempérées, on va dire, les moins chaudes, en tout cas quand il y a des événements de canicule? Donc l'idée, c'est si vous avez au centre, c'est le confort thermique objectif qui serait mesuré, mais il y a aussi à droite ce confort subjectif que l'on ressent, et ces deux conforts passent via le bien-être mental et sont influencés, évidemment, soit quand on est en ville par des caractéristiques de la ville, soit quand on est en forêt par les caractéristiques de ces peuplements forestiers. Et donc l'idée, c'est de voir est-ce que dans ces peuplements forestiers, l'effet du mélange d'espèces, de la diversité, influence ça. Donc je vais très directement, pour garder ce talk très court, je vais très directement à des résultats. Clairement, dans 84% des situations où ils ont étudié ces effets, eh bien, qu'il y avait une diminution en fait, du stress thermique ressenti par les gens quand ils étaient en forêt. Et la question c'est alors, puisque d'être en forêt c'est très positif, est-ce qu'il y avait un effet de la diversité? Et clairement, ils n'ont pas montré d'effet de diversité. C'est le résultat en bas à droite. Qu'on soit dans des peuplements purs ou mélangés, il n'y avait pas une amélioration de ce ressenti du stress lié à une canicule. Par contre, il y avait, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a d'autres facteurs qui sont liés à la structure de ces peuplements et à la composition de ces peuplements en espèces qui influençaient statistiquement ces résultats. La hauteur de la canopée, la densité des tiges, le fait qu'on se trouve dans des peuplements avec des conifères ou avec des feuillus influencés, mais en tout cas pas la diversité en espèces d'arbres. Alors donc ils ont fait des enquêtes où ils proposaient à des gens, à des volontaires, de répondre à un certain nombre de questions alors qu'ils étaient en ville, comme vous l'avez ici à l'écran, et de faire la même chose une fois qu'ils étaient en forêt, pour tester leur ressenti. Et en forêt, donc il y avait différents niveaux de diversité, pour tester leur ressenti en particulier, le confort ressenti par le confort, par la mesure de la température réelle, mais le confort ressenti. Et donc 223 participants ont répondu à ces enquêtes. Et clairement, il y a très peu, seulement 1% qui ont considéré qu'ils faisaient, lors d'une canicule, il faisait plus chaud en fait dans les forêts que dans la ville. Et à l'inverse, 34% ont
estimé qu'il faisait plus chaud dans la ville que dans les forêts. Ça, c'est le ressenti, hein. C'est pas des choses mesurées. Et de façon globale, les gens considéraient que être dans la forêt, c'était très confortable. 68% ont considéré que c'était très confortable. Et vous avez quand même 36% des gens, hein, qui considèrent qu'être en ville quand il y a de la canicule, c'est une situation confortable. Les collègues ont analysé, interprété ça. Je ne rentre pas dans les détails de ces résultats, mais clairement, ça influence le fait de se situer soit en ville, soit dans des peuplements forestiers, influence le bien-être mental. On se sent mieux, on se sent moins stressé, on est plus calme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une interaction, en fait, entre ce ressenti, le bien-être thermal, le bien-être thermique, pardon, engendre une augmentation du ressenti du bien-être mental et vice-versa. Donc une interaction entre ce bien-être mental et ce bien-être thermique réel. Deuxième partie, est-ce que des forêts plus diversifiées engendrent une meilleure qualité de l'air en termes de particules, en fait, hein, que l'on trouve dans l'air. Alors, je ne montrerai pas des résultats sur le pollen, parce qu'ils n'avaient pas encore terminé, mais juste sur des particules globales. Clairement, le résultat, c'était que oui, en fait, quand il y a plus de diversité en espèces, il y a un stockage par les feuilles des arbres plus important de ces matières particulières, si on traduit en français, et que dans des peuplements qui sont purs. Et en particulier, clairement, les conifères, sans Pierre Virand, ont un plus fort accumulation de ces particules. Ce qui fait que quand on se retrouve dans la forêt, dans une forêt de conifères, eh bien, on a moins de problèmes d'allergie ou choses comme ça. Là, on parle des mélanges. Je ne parle pas de la comparaison entre des purs, hein, mais on parle bien de peuplements dans lesquels il y a des mélanges, et dans ces mélanges, il y a des conifères. Et qu'ils ont mis en évidence aussi que le type de feuilles, que ce soit les peuplements, que ce soit les arbres des conifères ou des feuillus, avaient une influence. Et là, c'est un exemple de résultat où vous avez ici une teneur en particules par unité de surface au sol. Alors ça, c'est une plantation qui a été mise en place en Autriche, dans laquelle il y a des mélanges. Alors, il y a 4 espèces. Hein, vous les avez dans l'axe des X, avec la liste à gauche. Il y a 4 espèces en peuplement pur, et vous avez toutes les situations de mélange, en fait, de ces espèces jusqu'à le mélange à 4 espèces. Donc là, il n'y a pas de résultat pour tous les mélanges, mais on voit bien que l'accumulation, en fait, ce qui a été stocké par les feuilles, est plus important dans les mélanges, hein, à droite, que dans les peuplements purs. Je passe très rapidement, c'est l'idée de balayer les résultats principaux, et encore une fois, hein, je ne suis pas spécialiste de ça, donc on ne peut pas rentrer dans trop de détails. Question suivante, quand on se promène en forêt et qu'on recherche des champignons, est-ce qu'il vaut mieux les chercher dans des peuplements avec une grande diversité d'espèces d'arbres, ou au contraire dans des monocultures? Et les collègues se sont intéressés aussi bien à des champignons à gauche, hein, saprophytes, qui dégradent la matière organique, qu'à des champignons ectomycorrhiziens, qui sont comestibles. Alors là, ils s'intéressaient uniquement à des champignons comestibles. Donc, il y a quelque chose qui est bien connu, c'est d'abord que plus on a d'espèces de champignons dans un peuplement forestier, plus la productivité en champignons, la quantité de champignons qu'on récolte, est importante. Bon, ça, c'était un résultat connu. Maintenant, il faut savoir aussi que cette relation elle dépend évidemment de l'environnement, du climat local. Et maintenant, si on regarde, d'une part, le nombre d'espèces de champignons ectomycorhiziens, est-ce qu'il y avait un effet de la diversité en espèces d'arbres? Eh bien, la réponse est oui, il y a un effet positif. Plus il y a d'espèces d'arbres différentes dans un peuplement forestier, plus on trouve des espèces différentes
de champignons. Et plus on trouve d'espèces différentes de champignons, hein, vous l'avez compris, plus la productivité en champignons et donc plus le panier sera rempli. Bien évidemment, ce n'est pas le seul facteur qui influence. Ils ont montré que le pH du sol, que le ratio C sur N, que la productivité aussi des peuplements influençait positivement ce nombre d'espèces. Ce n'est pas seulement la diversité en espèces d'arbres qui engendre cet effet-là. Il y a tout un tas d'autres effets positifs et même aussi il y a des effets négatifs comme la couverture de la végétation sous bois qui influence négativement le nombre de champignons ectomycorrhiziens. Et en ce qui concerne le nombre d'espèces de champignons saprotrophiques, eh bien, ils ont montré qu'il n'y avait pas d'effet du mélange d'espèces d'arbres sur cette population de champignons, qu'il y avait un effet là qui était négatif du pH pour expliquer cette variabilité que l'on observe. Donc, le message issu de ce travail sur les champignons, c'est que des forêts qui sont très productives avec une grande diversité d'arbres engendrent un nombre d'espèces et de champignons qui est supérieur et aussi donc une productivité de champignons supérieure. Donc, il vaut mieux se promener dans des forêts très diversifiées pour sa récolte de champignons. Alors, je ne présente pas des résultats, mais ils ont travaillé aussi sur ce qu'ils ont appelé la qualité des champignons. En fait, c'était la teneur en acides gras insaturés, qui sont quelque chose que les gens recherchent, en particulier les véganes, qui ne mangent pas de protéines animales, qui recherchent dans les champignons. Et donc, ils ont fait des mesures sur ça et que, clairement, ils ont vu que cette qualité dépendait des espèces de champignons, mais vraiment très peu sur les caractéristiques, les propriétés de ces forêts, et très peu, et pas du tout concernant la diversité des arbres. Passe au point suivant qui concerne le risque d'attraper des tiques et aussi des maladies liées aux tiques, en particulier la maladie de Lyme, évidemment. Est-ce que la probabilité d'attraper tout ça est plus importante dans des forêts mélangées ou pas? Donc, c'est ce que des collègues de Bordeaux en particulier ont cherché. Et alors, d'abord, ils ont fait une méta-analyse au début de ce travail, pour regarder est-ce qu'il y avait plus de tiques dans les forêts à travers le globe. C'est une méta-analyse qui a été publiée cette année. Et clairement, ils ont montré que si on prend le tic, le genre Ixodes, eh bien, ils sont plus abondants dans les forêts que dans n'importe quel autre habitat non forestier. C'est un travail issu de 88 études qui avaient été publiées. Et alors, donc, certes, il y a plus de tiques, mais est-ce que on a une chance d'avoir plus de maladies? Clairement, ça dépend de la quantité d'ongulés sauvages, le chevreuil, le cerf. Plus il y en a et plus la probabilité d'avoir des tiques est importante. Par contre, les tiques sont aussi véhiculées énormément par les rongeurs, mais ils n'ont pas observé de relation associée avec cette quantité des rongeurs. Dans une deuxième étude, ils ont regardé est-ce que la diversité en espèces d'arbres influençait l'abondance des tiques. Et clairement, il n'y avait pas d'effet. Donc, que vous soyez dans un peuplement pur, dans différents peuplements purs ou dans des forêts très diversifiées, il n'y avait pas d'effet sur l'abondance des tiques. À l'inverse, ils ont trouvé un résultat très intéressant, c'est que la probabilité d'avoir alors là, sur ce graphique, ce sont les nymphes de Borrelia, des nymphes qui sont des nymphes de tiques, qui sont chargées dans la bactérie Borrelia. Donc, la probabilité d'avoir, quand on attrape un tique dans des peuplements mélangés, eh bien, d'avoir la maladie de Lyme est plus faible. Vous avez ce graphique dans les peuplements monospécifiques, même s'il y a une grande diversité, on est d'accord, parce qu'on travaille sur plein de sites différents à travers l'Europe. Il y a une petite tendance sur le fait que cette proportion est plus faible dans les mélanges à 3 espèces. Autre point maintenant, est-ce que quand on se promène dans une forêt très diversifiée, est-ce qu'on est des humains plus contents, plus heureux par notre environnement?
Donc, ce sont des psychologues, hein, des médecins, des doctorants qui travaillent dans ce domaine qui se sont posé cette question. Et là, je vais directement au résultat. Le premier résultat, c'est que quand on se promène pendant 20 minutes dans une forêt, clairement, ça améliore la santé humaine, mentale des gens. Ça réduit les stress, ils ont appelé ça subjectif, hein, et ça aussi contribue à augmenter l'attention. Et c'est particulièrement évident parce qu'ils ont comparé en fait comment les personnes qui ont contribué à ces enquêtes percevaient la biodiversité. Il y a la biodiversité que l'on mesure, nous, par des indices de biodiversité, mais il y a aussi la biodiversité perçue par les personnes qui ont contribué. Et clairement, quand cette biodiversité perçue était forte, les hommes, en fait, avaient beaucoup de mal à évaluer correctement, à estimer correctement le nombre d'espèces d'arbres, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre la perception de la biodiversité qu'il y a dans les peuplements et la réalité de la diversité en espèces. Mais concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, la biodiversité en espèces d'arbres, ça rend heureux, ça rend plus heureux en fait que quand on est dans des peuplements de monoculture. Voilà, j'en termine là. Merci. On peut te poser des questions quand même? On peut essayer d'avoir en tout cas un échange, et puis je vous répondrai avec honnêteté si je sais, au regard de ce que j'ai entendu, de leurs exposés, ou si je ne sais pas. Oui, Mathias. Oui, merci. Damien, je me demandais pour le PM 2,5, ce sont des petites particules, non? Alors, plus tu as des particules, moins c'est bien pour la santé, je dirais. Et je me demandais, est-ce qu'il était une hypothèse, pourquoi il y a plus de particules dans une forêt conifère que dans les angiospermes? Alors, ce n'était pas une quantité de particules qui était présente, c'est une quantité de particules qui ont été stockées sur les feuilles ou les aiguilles des arbres. C'est l'inverse. Et donc, on fait l'hypothèse que s'il y a énormément de particules qui sont stockées au niveau des feuilles ou des aiguilles, alors quand toi, tu es présent dans ces peuplements, tu en respires moins. Mais est-ce qu'ils ont mesuré ça? Est-ce pourrait juste qu'il y a plus de particules partout, alors aussi plus sur les feuilles? Non, ils ont mesuré dans les différents peuplements des quantités de particules dans l'air, avec des filtres, là. Et là, les résultats que j'ai présentés, c'était combien il y a de particules qui sont stockées sur les feuilles. Et donc, si on considère que dans tous ces peuplements, il y a une homogénéité de particules qui se promènent dans l'air, plus il y en a qui sont stockées par les feuilles et moins on en respire. Bon, alors s'ils ont mesuré les particules en air, c'est celle-là qu'on respire, alors c'est celle-là qui serait intéressant. Et est-ce que là, il était une différence? Est-ce qu'il était moins de particules dans l'air dans des conifères? En fait, ils ont utilisé une approche indirecte pour répondre à ces questions-là. Et l'approche indirecte, c'est de dire que s'il y a plus de particules qui sont stockées sur les feuilles, eh bien, il y en a moins qui sont respirées. Ouais. Okay. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et donc, Moi, je me aussi demandé, est-ce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup des champignons qui sont vraiment spécialisés à des arbres, des environnements un peu spéciaux? Est-ce que c'est pas clair qu'on trouve plus des champignons si chez plus des arbres différents? Je n'y connais rien.
Je ne sais pas si les collègues peuvent répondre, mais moi, je ne connais rien au ramassage de champignons. Je pense que leurs résultats montrent, enfin, indépendamment de, peut-être que tu as raison, hein, Mathias, mais malgré tout, indépendamment de ça, vous avez bien vu, entre les deux types de champignons, eh bien, il y a un effet ou pas de l'identité des arbres qui sont dans ces peuplements. Parce que finalement, c'est ça que l'on teste quand on teste une diversité d'arbres, hein, plus ou moins forte. On teste l'effet de l'identité de ces espèces d'arbres. Et semble-t-il, quand il y a une plus grande variabilité d'espèces, en tout cas pour les ectomycorhizes, ça engendre plus de variétés de champignons différentes et une productivité plus importante alors. Mon rôle dans le projet était uniquement de définir un réseau de placettes. En fait, la plupart des collègues, enfin, sauf on va dire les médecins, les psychologues, cette partie-là du projet, mais la plupart des autres collègues, c'était des collègues avec qui j'ai travaillé dans le projet Fundiv Europe. C'était pour une partie un peu la suite, mais voilà, pour faire financer par l'Europe des travaux de recherche, il fallait trouver d'autres idées. Et donc, ils avaient eu l'idée d'intégrer cet aspect santé. Et dans le projet Fundiv Europe, moi, j'avais discuté avec les collègues sur le fait que j'aimerais bien mettre en place en Lorraine, en fait, un dispositif sur des peuplements matures avec une large gamme d'espèces d'arbres. Et en fait, quand ils ont monté ce projet-là, ils m'ont recontacté en me demandant où est-ce que j'en étais de ce projet-là. Ben, je leur avais dit, moi, je n'ai pas pu l'installer, je n'avais pas de force technique pour le faire. Hein, c'était le travail qu'avait initié Bruno Garnier quand il a eu son court passage par EEF. Donc, voilà, moi, j'avais négocié en disant, bah, écoutez, si vous me donnez les moyens pour mettre en place ce dispositif et aussi de mettre en place, avoir des mesures de croissance et des mesures de composition isotopique du carbone dans les cernes de ces arbres, qui était l'aspect qui m'intéressait personnellement, alors je mettrai à disposition ce dispositif pour les autres collègues. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, Violette a fait tout ce travail-là technique. Je l'ai accompagnée aussi pendant une année en forêt pour mettre en place les parcelles, pour récolter les carottes. Ensuite, Violette a traité ces carottes. On a rencontré un gros problème, en fait, pour distinguer les cernes des charmes et un petit peu des hêtres. On a travaillé avec le chêne sessile, le chêne pédonculé, le charme et le hêtre. Et donc, on a eu une collaboration étroite avec les collègues de Sylvatech pour mettre au point une technique. Ce n'était pas quelque chose qu'ils maîtrisaient. C'est lui qui a développé ça. Mettre au point une technique avec le microscope à balayage pour faire des photos sur un grand nombre de cernes et sur un grand nombre de carottes pour pouvoir ensuite identifier les cernes, les mesurer aussi, mais surtout les identifier. Ensuite, pouvoir séparer les cernes des différentes années. On avait choisi une année sèche et une année humide. Ensuite, on a analysé la composition isotopique du carbone pour regarder s'il y a une différence entre les peuplements purs et les peuplements mélangés de réponse à la sécheresse entre cette année humide et cette année sèche. Tu auras l'occasion de nous présenter ça lors d'un prochain séminaire. Oui, il y a quelques semaines, mois, là, que les collègues de Sylvatech ont pu enfin finaliser l'ensemble des mesures. Donc actuellement, j'ai toutes les mesures de delta tracé, mais je ne les ai pas encore analysées. Je n'ai même pas encore regardé les résultats précisément. Mais si c'est des résultats intéressants, je vous les présenterai. Il y a encore des questions sur Dr Forest? Pas l'impression. Oui. Merci beaucoup, Damien. Oui. Bonne journée à tous. On se retrouve la semaine prochaine avec Marie-Béatrice, si la mémoire est bonne. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.